Étant donné que votre recherche doit contribuer à élaborer un plaidoyer solide en faveur du droit à l'éducation, les résultats de vos études devront démontrer de manière précise dans quel contexte ce droit n'est pas respecté et quelles sont les conditions pour y remédier. Divers cadres contraignants existent pour les États et nous souhaitons vous sensibiliser à ces cadres afin d'orienter votre choix thématique de manière pertinente, tout en pouvant vous y référer facilement par la suite pour renforcer votre argumentation. L'éducation est un droit humain fondamental. Les États ont des obligations en matière de droit à l'éducation, tant au niveau international que national. Vous pouvez utiliser certains mécanismes pour contraindre les États à mettre en œuvre le droit à l'éducation là où ils échouent. C'est pourquoi il est important que, dans le cadre des analyses que vous produisez, vous incluez des références au droit. Ainsi, les problématiques et les recherches que vous mènerez pourront être abordées à la lumière de ce cadre. Nous allons faire un aperçu général du droit international en matière d'éducation, car il est impossible de traiter toutes les dimensions en détail. Ce sera ensuite à vous d'aller trouver ce qui fait sens de mobiliser spécifiquement dans le droit international, mais aussi au niveau régional et national par rapport aux thématiques que vous aurez sélectionnées. La Déclaration universelle des droits de l'homme est le premier texte adopté qui reconnaît le droit à l'éducation pour tous et toutes. La clé du droit international est qu'il s'applique à tous et toutes, sans discrimination et de manière égale. En 1960, l'UNESCO a adopté la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. C'est le seul texte international entièrement dédié à l'éducation, mais il est un peu ancien. Il est toutefois important de connaître cette référence, qui peut parfois être utile. La Convention des droits de l'enfant a été ratifiée par la plupart des États. Cela signifie que nous pouvons nous adresser aux États en leur faisant valoir la Convention des droits de l'enfant, ce qui n'est pas forcément le cas du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auxquels certains États n'ont pas adhéré. Quoi qu'il en soit, ce sont les deux textes majeurs sur le droit à l'éducation. La Convention des droits de l'enfant comprend les articles 28 et 29. Qui sont similaires aux articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces textes rappellent les obligations des États en matière de droit à l'éducation, notamment l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, l'enseignement secondaire disponible et gratuit, et l'enseignement supérieur qui doit être rendu progressivement gratuit. L'éducation des adultes et l'alphabétisation doivent également être garanties. Par exemple, une recherche sur le financement de l'éducation peut révéler une violation du droit à l'éducation si l'État n'alloue pas suffisamment de fonds ou ne progresse pas vers la gratuité progressive de l'enseignement, comme cela est formellement inscrit dans les textes que nous venons de mentionner. Cette analyse budgétaire peut être par la suite un argument de plaidoyer fort, y compris devant les tribunaux. Comme le droit à l'éducation évolue et que les articles qui le concernent sont succincts, des comités chargés de superviser leur application ont élaboré des interprétations détaillées au fil du temps. Deux interprétations clés existent. Bien que ce ne soient pas les seules, l'observation générale numéro 1 du Comité des droits de l'enfant, axée sur les objectifs de l'éducation, et l'observation générale numéro 13 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, liés au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces interprétations, disponibles en ligne, offrent des informations spécifiques utiles pour le plaidoyer auprès des États. La Convention des droits de l'enfant a été ratifiée par la plupart des États. Cela signifie que nous pouvons nous adresser aux États. Il est possible de se référer au 4A du droit à l'éducation qui fournit une structure pour analyser et assurer la mise en œuvre de ce droit fondamental. Ces 4A représentent les caractéristiques essentielles que l'éducation doit respecter. Ils proviennent de l'anglais Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability. Le premier A signifie que l'éducation doit être gratuite et à la disposition de tous et toutes, sans discrimination. Cela implique la construction d'écoles, la mise à disposition de matériel pédagogique et la formation d'enseignantes, enseignants. Le deuxième A signifie que l'éducation doit être accessible à tous et toutes, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur handicap ou de leur situation géographique. Cela inclut la suppression des obstacles financiers, physiques et sociaux à l'éducation. Le troisième A signifie que l'éducation doit être de qualité et adaptée aux besoins des apprenantes et apprenants.
Cela implique des programmes scolaires pertinents, des méthodes d'enseignement appropriées et le respect des valeurs culturelles des communautés. Le 4e A signifie que le système éducatif doit être flexible et capable de s'adapter aux besoins changeants des apprenantes et apprenants et de la société. Cela implique la possibilité de modifier les programmes scolaires, de développer de nouvelles méthodes d'enseignement et de répondre aux situations d'urgence. L'UNESCO a récemment ajouté une 5e dimension, la redevabilité. C'est le fait que les États doivent rendre des comptes sur la mise en œuvre du droit à l'éducation. Cela s'applique à toutes les composantes des droits humains, et pas uniquement à celles sur le droit à l'éducation. Nous pouvons nous focaliser sur des aspects spécifiques du droit à l'éducation et faire appel au cadre qui s'y rattache. Prenons l'exemple de la question de la gratuité et de la marchandisation de l'éducation. Dans ce cas, nous pouvons mobiliser les principes d'Abidjan qui portent sur les obligations des États en matière de droit à l'éducation, en particulier dans le contexte de la participation croissante du secteur privé. Il est important de noter que ces principes ne sont pas un texte juridique contraignant, mais ils interprètent et clarifient les obligations existantes dans les traités internationaux. Ils s'appuient notamment sur la Convention des droits de l'enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En ce sens, ils cherchent à fournir un cadre juridique clair. Ces principes offrent également des orientations pour réglementer la participation des acteurs privés dans l'éducation, afin de garantir que celle-ci respecte les normes internationales des droits humains. Il réaffirme le rôle primordial des États dans la fourniture d'une éducation publique gratuite et de qualité pour tous et toutes, et la nécessité d'un contrôle rigoureux de l'implication du secteur privé dans l'éducation. Et enfin, ce sont des principes qui mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les inégalités et la discrimination dans l'éducation, en particulier celles touchant les groupes marginalisés. Au-delà de cet exemple, il existe également des textes plus spécifiques concernant certains groupes particuliers, comme la Convention sur les femmes, la Convention sur les réfugiés, la Convention sur la discrimination raciale et la Convention sur les personnes handicapées. Selon le type de public que vous visez, vous pouvez vous référer à un cadre juridique particulier. Il existe également des textes spécifiques sur l'éducation en milieu carcéral, sur les conflits armés et sur les enseignantes et enseignants. Rappelons pour finir l'existence des objectifs de développement durable, ODD, et en particulier le numéro 4 qui vise à assurer l'accès de tous et toutes à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, et cela depuis la petite enfance. Toutefois, il s'agit de faire la distinction entre le cadre juridique et l'ODD 4, ce dernier n'étant qu'un engagement politique. Contrairement au cadre juridique, les États n'ont pas l'obligation de mettre en œuvre ces objectifs. Ainsi, pour encourager la réalisation de cet objectif international, il est possible de faire référence au cadre juridique étant donné qu'ils sont complémentaires.